Bonjour à tous et bienvenue sur Passion Immo. Alors, épisode 24, bah oui, la roue tourne, un épisode supplémentaire. Alors, la roue tourne doucement, je reconnais. Je produis des épisodes à un rythme qui est celui que me permet mon activité professionnelle, donc j'en suis désolé. Dans notre dernier épisode, nous avions un long échange avec Justine Kutarazinski. Justine qui est agent commercial en immobilier sur Thionville. Et je l'interrogeais en revanche exclusivement sur les outils de communication qu'elle utilisait. Je l'avais repérée sur les réseaux sociaux, c'est comme ça en fait que je me suis permis de la contacter, et j'avais trouvé qu'elle avait une inventivité, que elle avait une spontanéité qui passait très bien dans les vidéos qu'elle créait, qu'elle postait sur Instagram ou bien les messages mis en ligne sur LinkedIn, etc. Elle nous a parlé donc de tout ça, comment elle procédait, enfin voilà. Donc je vous renvoie au dernier épisode, non pas pour faire de la publicité, c'est pas le but, mais simplement parce que l'épisode que vous allez écouter, que vous êtes en train de commencer à écouter, est vraiment le complément de l'épisode précédent. Justine, elle nous avait expliqué comment elle fonctionnait en termes de communication, et c'est ce que je lui avais dit, c'est que quelque part, elle avait une facilité en termes de communication, et que cette facilité, peut-être que tout le monde ne l'avait pas. Il faut reconnaître les choses. Et je lui avais posé la question, mais au fait, qu'est-ce qui se passe si jamais on recommanderait à quelqu'un, à un agent commercial en immobilier notamment, qui n'a pas cette aisance à monter des vidéos, à se filmer, à parler, etc. Bon, bah, comment il fait ? Et là, je lui avais dit, est-ce qu'on ne peut pas sous-traiter ? Et elle avait un petit peu balayé l'idée en disant, oui, mais sous-traiter va empêcher d'avoir une communication très personnelle. Donc elle ne le recommandait pas franchement. En cela, elle n'a pas totalement tort. Communiquer sur les réseaux sociaux, on le sait, c'est beaucoup de spontanéité. Un message trop fabriqué va mal passer. Et donc, il faut s'y investir souvent à titre personnel. Mais on n'a pas tous le temps et on n'a pas tous la capacité à le faire. Il faut être très, très lucide, en fait, les uns et les autres sur nos propres limites. Alors, néanmoins, malgré le fait qu'elle disait « oui, je recommande pas trop de faire appel à quelqu'un d'autre », bon, moi j'ai voulu un petit peu creuser cette voie-là, parce que je sais très bien quand même que 9/10 des agents commerciaux, une immense majorité d'agences immobilières ne font pas leur communication eux-mêmes, ils n'en ont pas le temps, ils n'en ont pas l'argent, ou ils n'en ont pas l'envie, ils n'en ont pas les capacités. Alors à qui on fait appel ? Alors bien sûr, il y a des agences de communication. Elles sont extrêmement compétentes, c'est pas mon propos, mais connaissent-elles toujours très bien le métier ultra spécifique de l'immobilier ? Ben non, pas nécessairement. Et le hasard fait bien les choses, j'ai fait la connaissance d'Alexandra Leblanc-Guillot. Et qui est-elle ? Alors, elle est spécialisée en communication pour les professionnels de l'immobilier. Et elle ne fait que ça. C'est-à-dire, elle ne fait pas de com pour la promotion des ventes de paquets de pâtes ou bien promotion de spectacles, etc. Non, elle ne s'occupe que des professionnels de l'immobilier. Alors, elle a déjà eu une première expérience comme agent commercial, où elle a roulé sa bosse, elle a développé son activité, donc elle s'est immergée quand même dans le métier suffisamment longtemps pour le connaître et l'appréhender. Et ensuite, reconversion professionnelle, elle est allée du côté de la communication et elle a monté sa structure qui s'appelle Fabrique Tacom. Alors Fabrique Tacom, on retrouve Alexandra Leblanc-Guillot et Fabrique Tacom sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai mis de toute façon les liens en commentaire pour pouvoir éventuellement la retrouver, voire la contacter. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'est l'immobilier et qui sait très bien parler de communication. Très très bien. Vous allez l'entendre, je pense que cette interview est passionnante, qu'elle va vous apprendre beaucoup de choses sur la manière de communiquer. Donc c'est en ça que c'est très complémentaire avec l'interview de l'épisode précédent. Pour autant,
Alexandra, vous allez l'entendre, elle est pragmatique. Elle sait très bien qu'on ne peut pas tout miser sur le digital et qu'il faut faire cohabiter à la fois des techniques de communication traditionnelles et le digital, que l'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Et d'ailleurs, si on se réfère à des enquêtes qui sont réalisées auprès des clientèles des agences immobilières, des vendeurs et des acquéreurs, qu'est-ce qu'ils disent tous ? On est très intéressé évidemment par les moyens de communication digitaux. On va sur Internet pour voir des agences de biens immobiliers, pour sélectionner, pour comparer. Mais à un moment donné, on a besoin de contacts physiques. On veut visiter les biens, on veut rencontrer quelqu'un dans une agence. Et ça, les enquêtes le montrent très bien. Et ce que va nous dire Alexandra est tout à fait dans cette ligne. Ce qui m'intéresse ici également, en dehors de cet échange que j'ai eu avec Alexandra Leblanc-Guillot, c'est qu'il me semble essentiel que les indépendants, donc les agents commerciaux en immobilier, pour parler d'eux, il est absolument fondamental qu'ils prennent en main leur communication. Et je trouve qu'ils ne le font pas assez, parce qu'ils n'ont pas toujours la conscience qu'ils sont des entrepreneurs, qu'ils sont leurs propres patrons, pour dire les choses franchement, et que ce n'est pas parce qu'ils travaillent pour une agence, sans doute en grande intelligence, en grande connivence, en confiance, etc. Non, c'est leur propre structure qu'ils développent peu à peu. Ce ne sont pas, évidemment, les salariés d'une agence. Et à ce titre-là, je trouve qu'ils n'en ont pas assez conscience, qu'ils devraient davantage développer leur propre communication, aller eux-mêmes sur les réseaux sociaux, comme le dit Alexandra, développer leur propre marque, et c'est absolument fondamental, tout simplement parce que, et je ne fais pas injure sur les liens qui les relient à un moment donné avec une agence, mais l'agent commercial en immobilier n'est pas nécessairement marié éternellement avec une agence. Peut-être va-t-il en changer à un moment donné de son parcours professionnel. Il est bien qu'il ait développé sa propre communication au fil des années et que cette communication le suive si jamais il change de structure. Voilà. Et ça, il faut vraiment que ce souci de la communication soit quelque chose de pris davantage en compte par les indépendants. Et notamment, Alexandra va revenir sur cette question à un moment donné. Elle dit allez sur Google My Business. Elle dit aux indépendants, il faut vous référencer sur Google My Business. Et c'est absolument fondamental. Il n'y a qu'à regarder sur Internet le nombre d'agents commerciaux indépendants référencés sur Google My Business. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est dommage. Ça veut dire que pour moi, ils n'ont pas pris suffisamment conscience qu'ils sont avant tout les patrons de leur structure, certes indépendante, et qu'ils doivent prendre en main tous les rouages, tous les aspects de leur communication. J'ai trop parlé, comme souvent dans cette introduction. On va donc laisser maintenant la parole à Alexandra Leblanc-Guillot. Bonjour Alexandra. Bonjour Eric. Bien, alors je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui. Nous allons pouvoir discuter, échanger sur une problématique qui est une problématique essentielle, c'est celle de la communication en matière immobilière. Et quelque part, ce qui m'intéressait, et c'est la raison pour laquelle je vous ai contacté, ça va faire écho à une interview que j'ai réalisée en fait la semaine dernière de quelqu'un qui est agent commercial en immobilier et qui fait sa communication de A à Z. Et qui, il faut le reconnaître, et je dis ça sans provocation, avait un peu tendance à me dire après tout, la communication, c'est une affaire personnelle et ça se délègue pas trop. Alors je me suis dit, on va essayer de poser la question en fait à quelqu'un qui est en capacité justement de gérer, de faire la communication pour autrui, voir un petit peu le point de vue, ce qui permettra d'avoir un écho et de se compléter. Alors Alexandra, déjà en toute simplicité, je vais vous demander de vous présenter.
Oui, bien sûr. Alors, donc moi, je suis Alexandra Leblanc-Guyot. J'ai fondé début octobre Fabrique Tacom. Donc, en fait, j'accompagne les professionnels de l'immobilier uniquement dans leur stratégie de communication, alors qu'elle soit digitale ou terrain, donc ce que j'appelle la communication cross-canal. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre dans l'immobilier. Et donc je les accompagne soit en accompagnement individuel type coaching, soit sur de la délégation totale ou non d'ailleurs, et aussi en créant des programmes en ligne, ce qu'on connaît aussi sous le nom de formation, pour qu'ils puissent, s'ils ont besoin, se former soit tout seuls de leur côté, soit ils prennent le programme et moi je les accompagne à l'issue par exemple des modules via une heure de coaching pour arriver à implémenter tout ça. D'accord. Alors pourquoi cette spécialisation en immobilier? Parce que j'avoue que c'est un petit peu ce qui m'a interpellé dans un premier temps quand je suis allé regarder qui vous étiez. Une spécialisation en immobilier. Pourquoi? Alors pourquoi? Tout simplement parce que avant de me lancer dans le web marketing, j'étais moi-même conseillère en immobilier. Donc j'ai commencé dans le même réseau que votre invité de la semaine précédente. D'accord. Ensuite, j'ai basculé assez rapidement dans un réseau un peu plus familial, qui était, en ce qui me concerne, plus rapproché vraiment de mes valeurs. Et en fait, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte en fait que ma vraie passion était vraiment tout ce qui était lié à la communication, à la stratégie de communication, aussi à la stratégie d'entreprise, parce que j'adore tout ce qui est stratégie d'entreprise, tout le monde entrepreneurial, et que en fait je m'éclatais beaucoup plus à réfléchir sur ce qu'on pouvait mettre en place sur la communication, à moi-même me tester en fait sur le terrain, parce que je me servais de mon activité pour tester mes connaissances, tester ma pratique, plus que en fait d'aller voir les vendeurs ou les acheteurs. Je le faisais, mais au bout d'un moment on se rend compte que on vibre beaucoup moins à aller voir les clients que à se tester et à aider les autres à communiquer. D'accord. Donc si je peux résumer, vous venez pas là de manière totalement théorique. Du tout. Et en sachant aussi qu'avant l'immobilier, pour remonter encore, lors de ma reconversion, parce qu'il s'agit d'une reconversion, j'ai été baignée dans le web marketing. Pour plein de raisons, j'ai pas été dedans parce qu'à l'époque, il me manquait peut-être vraiment la thématique je me voyais pas faire juste du community management sans cible, sans valeur derrière. Il me manquait encore le petit truc en plus. Donc je suis partie dans l'immobilier avec une rencontre parce que ça me plaisait vraiment, et déjà là j'avais remarqué qu'il y avait un souci dans la communication, il y avait quelque chose à faire, que c'était beaucoup trop de copier-coller, on voyait toujours la même chose, et donc c'est comme ça. Après on revient à ce que je disais avant, que j'ai pu tester tout ce que j'avais pu mettre en pratique mais dans d'autres domaines avant. D'accord. Et vous êtes dans le sud de la France, hein, c'est ça, même si ça n'a pas nécessairement un impact sur les services que vous proposez, mais vous êtes du côté de la Seine-sur-Mer. Voilà, de la à côté de Toulon, c'est ça. Très bien. Bon, mais vous n'avez pas l'accent. Alors non, parce qu'en fait, j'ai déménagé en mois de mars. Avant, j'étais à côté du Mans, et c'est pareil, ça faisait partie d'un rêve. En fait, j'ai réalisé un gros projet de vie, c'était de venir vivre dans le secteur. Ça fait des années qu'on souhaitait le faire. Et puis comme c'était pas assez de créer une entreprise, de me lancer déjà dans l'immobilier, j'ai voulu déménager, et à l'issue de ça, j'ai recréé mon entreprise. Comme ça, au moins, la boucle est bouclée, j'ai à peu près tout fait. Très bien. Au tout début, quand vous avez commencé à vous présenter, à expliquer votre activité, vous avez dit que vous ne croyez pas trop à une communication entièrement digitale. Or, parfois, on lit le contraire. Il m'arrive de voir passer des communications sur Facebook ou autres, hein, sur des réseaux sociaux de la part de structures qui ont tendance parfois à tenir ce discours. Oui, mais la communication traditionnelle en matière immobilière, c'est ringard, on fait plus la pige aujourd'hui, on n'imprime plus de flyers, on fait plus tout ça, à la limite la vitrine c'est dépassé, etc. Alors vous pensez quoi de cette affirmation qui est parfois assez forte ?
Alors, on tend, c'est sûr, on tend vers le digital. Ça, il faut pas se leurrer. Pour autant, je pense que l'immobilier, c'est quand même un métier de terrain. On rencontre quand même des clients à un moment donné. Et alors, les flyers, pour mettre des flyers dans une boîte aux lettres, il y a aucun intérêt. Ça, c'est. Là, vous êtes catégorique là-dessus, ça sert. Ah oui, je suis catégorique. D'accord. Ouais, parce que c'est pas écolo. On va pas se cacher. Je pense qu'il faut tous qu'on fasse des efforts à ce niveau-là. Deuxièmement, s'il n'y a pas une histoire derrière, si c'est pas personnalisé, que ça soit personnalisé soit par rapport à l'agence, soit par rapport à l'indépendant, il y a aucun intérêt. Donc oui, on a besoin d'une communication terrain, c'est quasi obligatoire, ne serait-ce que pour se démarquer, parce je pense qu'au niveau de l'immobilier, ils sont très nombreux et il y a besoin de se démarquer, il y a besoin de porter une histoire. Donc oui, pour la communication terrain, elle est toujours nécessaire. Par contre, il faut la personnaliser, il faut pas faire du tout venant et du copier-coller et ce qu'on voit, je dirais, à 70% de la part des professionnels de l'IMO. D'accord. Alors, d'ailleurs, il y a une étude qui était parue l'année dernière ou l'année précédente, mais en fait assez récente, qui montrait que, je crois que c'est Optimum qui avait fait réaliser ça par une agence, qui montrait qu'en définitive, les clients des agences immobilières étaient très sensibles à avoir à la fois l'accessibilité du digital, mais en même temps des moyens traditionnels. Et ils restaient quand même attachés à avoir une agence en dur et la possibilité de rencontrer quelqu'un dans un bureau. Les deux coexistaient. Il n'y avait pas d'opposition flagrante, en fait. Oui, surtout avec ce qui est arrivé au niveau de l'actualité sanitaire, je pense que les gens ont besoin d'avoir un rapport humain. Alors, soit c'est avec une agence, soit pour les indépendants, c'est autour d'un café. Après, chacun a sa propre structure, mais je suis convaincue que les gens ont besoin de contact. Et le digital, c'est très bien pour commencer à lancer le contact, ça, il n'y a aucun souci. Mais la finalisation se fait tout de même sur le terrain. D'accord. Alors, demain, imaginons, je me lance comme agent commercial en immobilier. On sait très bien, moi, il m'arrive de même assez souvent d'accompagner en formation, mais alors sur ce qui est mon domaine, le juridique et la fiscalité, parce que j'enseigne dans ce domaine. Je les sens souvent démunis. Ils savent pas trop quoi faire parce que ils dépendent d'une agence, mais en même temps ils s'interrogent, est-ce qu'il faut pas quand même que je développe ma propre communication, parce qu'après tout, je suis peut-être pas marié pendant 30 ans avec une agence, faut peut-être aussi que je pense à moi. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? L'indépendant, il doit prendre l'habitude d'une communication propre ou pas ? Alors, je suis partisane de la communication propre. Pour autant, c'est ce que j'essaye d'amener en fait aux gens que j'accompagne, c'est de se poser la question pourquoi ils ont choisi tel réseau ou telle agence, et est-ce que déjà les valeurs du réseau ou de l'agence sont compatibles avec leurs propres valeurs professionnelles. Si c'est le cas, ils peuvent très bien communiquer avec les données de l'agence ou du réseau et aussi leurs données à eux. En fait, ça, pour moi, ça pose pas de souci. Pour autant, je pense que les clients se rapprochent d'eux pour leur personne et pas pour le réseau. Alors, ça arrive, mais c'est quand même très très rare. Et en effet, pour moi, ils doivent personnaliser. Alors, je sais que voilà, sur le terrain, malheureusement, il y a certaines, alors plus peut-être au niveau des agences, il y a des agences qui veulent garder la main. Que tout ce qui est création de réseau, ils donnent pas le choix. C'est vrai. Après, moi, je pars du principe, alors peut-être pas pour ceux qui sortent d'études, mais au moins pour ceux qui partent sur une reconversion, donc quand même pas mal en termes de mandataires IMO, parce que je parle vraiment de ce que je connais le plus, c'est vraiment au niveau des mandataires IMO. Au niveau de la reconversion, il y a un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on souhaite continuer à travailler avec une agence ou un réseau qui ne nous fait pas confiance et qui veut garder la main dessus, est-ce que ça nous dérange ou pas ? Si ça nous dérange pas, bon, tant mieux, il n'y a pas de souci, c'est OK. Maintenant, si vraiment ça pose un souci en termes de communication, il y a peut-être un moment donné où il faut se poser la question à savoir s'ils veulent continuer avec cette branche-là. Ouais. Si je peux me permettre une parenthèse, moi je trouve toujours, alors je vais peut-être pas me faire des amis parmi des agences immobilières, mais je trouve toujours paradoxal de la part d'agences de souhaiter conserver une mainmise sur la communication de leurs agents commerciaux, partant du principe qu'il n'y a pas de lien de subordination entre
eux-mêmes, entre la structure et cet agent commercial, et que cet agent commercial, c'est aussi un entrepreneur indépendant qui est maître de son destin, de sa communication et pour une certaine mesure de son activité. Ouais, c'est vraiment un grand débat. Je sais que je marche toujours sur des œufs, moi, quand j'en accompagne. Je leur demande de bien relire, c'est pareil, tous les contrats qu'ils ont signés, parce que parfois, malheureusement, c'est contractualisé. Donc, comme ça, le problème est vite réglé. Mais oui, en effet, maintenant, beaucoup sont plus salariés, ils restent indépendants et je pense que c'est une discussion à avoir dès qu'on rentre. Alors, pour les agences, au sein de l'agence, leur dire, voilà, certes, je personnalise ma communication, mais le but final, c'est, enfin, entre guillemets, c'est de la pub déguisée aussi pour l'agence. Et l'agence, ça ne l'empêche pas, elle, d'avoir une communication uniquement pour l'agence et de basculer, en fait, entre chaque communication. Si on prend, par exemple, le cas d'une page Facebook, l'agence peut très bien basculer sa com avec la communication de l'indépendant, et vice versa. L'un n'empêche pas l'autre. Mais au moins, ça permet à tout le monde d'être libre dans sa communication. Est-ce que vous conseillez aujourd'hui à un agent commercial, alors bon, l'agence immobilière, c'est clair, le site internet, elle en a un en général. L'agent commercial, il doit avoir son propre site internet ou il faut qu'il se contente, enfin se contenter, c'est pas le terme, mais où il peut aller uniquement sur les réseaux sociaux et c'est largement suffisant? Non, maintenant je pense qu'on est rendu à un point en termes de digital au vu du nombre de professionnels et sur l'utilisation du digital, il faut être partout. C'est un peu comme sur le terrain. Je pense qu'il faut être partout. Donc certes, il faut être sur les réseaux, mais les réseaux ne nous appartiennent pas. Là, on le voit encore là avec l'actualité qui est tombée hier, ou la possibilité que Facebook et Instagram quittent l'Europe. Ouais, là, on voit toute la panique. Voilà. Il y a un peu du bluff quand même. Voilà, tout à fait. Mais ça n'empêche que ça a eu l'effet escompté. Tout le monde a commencé à paniquer. Et qu'est-ce que je fais si on me coupe Facebook et Instagram? C'est vrai. La question se pose pas si vous avez un site internet, même s'il s'agit juste d'une site vitrine. Je pense qu'il faut avoir les réseaux sociaux, certes, mais il faut avoir le site internet, même si c'est juste un site vitrine. L'espace Google My Business, faire un peu ce qu'on appelle du SEO pour la recherche. Alors, je vais employer des termes très simples, la recherche naturelle, parce que quand les gens cherchent un professionnel, ils vont pas sur Facebook ou Instagram, ça arrive, mais le réflexe qu'on a tous, c'est d'aller sur le moteur de recherche. Voilà. Oui. Et pour Google, qu'est-ce qui fonctionne? Donc certes, il y a les réseaux sociaux qui ressortent, mais qu'est-ce qui ressort surtout? C'est la fiche Google My Business, éventuellement le site internet, et c'est surtout en fait le cumul de toute la présence sur le web. Et donc maintenant il faut qu'il soit présent partout, pas uniquement sur les réseaux. Ouais. Alors je suis totalement d'accord avec vous parce que en plus, pour aller plus loin, je suis pas certain de la pérennité des réseaux sociaux. Bon, moi qui suis un peu ancien quand même, qui se souvient aujourd'hui d'un réseau qui s'appelait MySpace. Qui a complètement, qui a totalement disparu des écrans radars, ce qui montre bien que les choses sont pas éternelles. Voilà. En toute franchise, je suis pas certain que Facebook sera encore là dans 10 ans. On n'en sait rien. Peut-être qu'il sera remplacé par d'autres réseaux qui auront été plus réactifs, plus inventifs à un moment donné. Donc, faut aussi se méfier de ça. Je suis totalement d'accord. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté comment dirais-je, à être sur tous les réseaux, sur tous ces réseaux sociaux, dont on sait bien qu'ils ont des fonctionnements quand même qui leur sont propres, des logiques. Il y a rien de commun, par exemple, entre LinkedIn et puis Instagram. On va pas communiquer de la même manière là-dessus. Alors, un certain nombre de gens en sont convaincus, mais est-ce que le néophyte, lui, il a les armes? Alors, vous allez me dire qu'après, il y a des gens comme vous qui peuvent l'aider. On va y venir plus tard, mais est-ce qu'ils ont les armes pour maîtriser tout ça aisément? Est-ce qu'il n'y a pas, pour le dire autrement, un ticket d'entrée quand même qui est assez important pour communiquer sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors, c'est la question qui me revient à peu près 3 ou 4 fois par semaine. En fait, j'ai tendance à dire que quand on se lance ou pas, d'ailleurs, parce que des fois les gens se posent la question après quelques années d'expérience en immobilier, faut se poser la question pourquoi on communique, quelle personne on a envie d'atteindre. Si c'est uniquement du prospect ou des clients, donc pour faire des ventes,
pour les vendeurs et les acheteurs, est-ce que le vendeur et l'acheteur est sur LinkedIn? Si nous, notre projet IMO, la communication, le seul objectif, c'est d'aller attraper du vendeur et de l'acheteur, est-ce qu'il y a une nécessité d'être sur LinkedIn? Par contre, si dans le projet immobilier, l'objectif, par exemple, est de créer un réseau ou de recruter, en effet, LinkedIn peut être pas mal. Donc, avant de vouloir être partout, faut se poser la question, quel est l'objectif, en fait, de sa com? Et pour ceux qui commencent, en effet, il vaut mieux bien gérer un seul réseau social, en étant persuadé que, on va dire, la majorité des prospects se trouvent sur ce réseau social. Et une fois que c'est fait, il peut étendre la communication, mais je pense qu'il vaut mieux, si on débute, un réseau social, l'espace Google My Business obligatoire, et éventuellement, alors si ce n'est un site internet, une page web, ça se fait très simplement, histoire, voilà, d'avoir une mini vitrine. Si la personne vous cherche, elle vous trouve, et c'est déjà pas mal pour commencer. Ouais. Alors, pour décrypter, peut-être auprès de certaines personnes, Google My Business, qu'est-ce que c'est en quelques mots? L'espace Google My Business, en fait, c'est ce qui vous permet d'être visible sur Google que lorsque vous tapez un nom d'entreprise, je sais pas, par exemple boulangerie de mon quartier, vous allez tomber sur une fiche, vous vous en rendez pas compte, mais en fait c'est la fiche Google My Business sur laquelle vous avez des avis et vous avez l'adresse. Et si vous ne créez pas cette fiche Google My Business, que vous ne dites pas que je suis propriétaire, par exemple pour moi, je suis propriétaire de Fabrique Tacom, les gens, en fait, les informations que vous allez avoir sur Google, c'est les informations que les gens vont rentrer ou que Google va attraper un peu au hasard sur ce qu'il va trouver sur vous, en fait, sur Internet. Et que si vous créez, en fait, votre espace Google My Business, vous avez vraiment la main sur ce qui se dit de vous. Donc, si on met un avis, vous avez accès aux avis, vous pouvez y répondre, c'est quand même pas mal. Vous pouvez aussi demander aux gens de déposer des avis sur cet espace Google My Business, donc ça rentre dans le référencement. Donc plus vous avez d'avis plus positifs, plus vous montez évidemment en visibilité. Et puis vous avez surtout la main sur la communication. Vous pouvez dire à quelle heure vous ouvrez, quel jour vous faites votre activité par exemple. Vous pouvez y mettre des photos. Voilà, ça peut fonctionner entre guillemets comme un mini site internet. Je simplifie énormément, mais ça vous permet vraiment d'avoir la main sur ce qui se dit sur vous sur Google. Il y a une objection qui revient souvent là, pareil quand j'interroge, parce que je suis toujours très très curieux là, même si c'est pas mon domaine d'intervention, quand je discute avec des agents immobiliers, des agents co, etc., et puis que je cherche à savoir comment ils communiquent et tout, la plupart du temps, l'objection, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, puis de toute façon, ça sert peut-être pas tant que ça, parce qu'après tout, on a un chiffre d'affaires qui est suffisant. Enfin voilà, donc et je me rends compte quand même que sorti du site internet pour les agences, en tout cas, il n'y a pas toujours de vraie politique de communication, de présence sur les réseaux sociaux, et que souvent ils vont déléguer ça à la stagiaire qui passe un moment ou à celui qui a un petit peu de la bonne volonté pour le faire, mais sans qu'il y ait en fait une stratégie globale. Alors, est-ce que je caricature ou pas ? Non, c'est à peu près ça. C'est ça en fait. Ils ont surtout au niveau des agences, ils ont très souvent un site qui est plus ou moins bien fait, mais il y a au moins un site vitrine, au moins il existe. Et après sur les réseaux, souvent c'est quelqu'un. Alors au mieux c'est un community manager, mais qui est peut-être pas spécialement formé dans l'immobilier, donc qui va faire du général et c'est peut-être pas spécialement ce qu'il faut. Et au pire, comme vous le dites, c'est le stagiaire ou alors l'employé qui on va lui dire tiens entre deux appels tu me fais une publication, mais en gros il ferait rien, ça reviendrait quasiment au même. Alors maintenant, admettons, j'en ai marre de l'amateurisme qui me caractérise en termes de communication. J'ai pas le temps de faire les choses, ou alors si je le fais, je fais n'importe quoi. Ça va pas, je suis désespéré. Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de me proposer ? Alors, moi j'ai tendance à fonctionner comme ça. En fait, on refait vraiment le point sur la
sur les valeurs qui ont amené le professionnel à faire ce travail. Donc, on va construire on va reconstruire ensemble ce qu'on appelle le personal branding. Donc, ça va des valeurs, ça va de faire refaire un point sur ce qui a été mis en place, sur la colorimétrie, la typographie. On remet vraiment tout son ensemble, une carte d'identité, si vous voulez, de son profil professionnel. Oui, et ensuite, et c'est là, si je peux me permettre, que effectivement, vous n'êtes pas que sur le digital. On dépasse très largement. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que si alors je vais caricaturer, mais si vous communiquez en jaune et en rose sur les réseaux sociaux et que vos flyers sont en vert et en bleu, les personnes vont pas faire le lien, en fait. Et le but des réseaux sociaux, si on reste vraiment, alors je mets vraiment tout ce qui est site internet de côté, mais pour moi, le réseau social, c'est une excuse pour créer une interaction. C'est une excuse, en fait, pour pouvoir rentrer en contact avec une personne que vous n'auriez peut-être jamais rencontrée dans la vraie vie. Et j'ai tendance à dire que c'est bien de faire des publications, mais après, il faut aussi discuter en message privé. Il faut faire comme nous on a fait lorsque vous êtes rentré en contact avec moi. Si vous m'avez envoyé un message, on a échangé, et donc on s'est dit tiens, on va échanger ensemble sur la thématique. Et en fin de compte, c'est la même chose pour l'immobilier. Les gens pensent juste publication, mais non, là où le business se joue, c'est pas sur les publications, c'est ce qui se passe en coulisses et ce qui ne se voit pas. Et qui prend beaucoup de temps, et qui prend du temps. Faut l'avouer. Qui prend du temps, mais qui vous crée des possibilités de contact que vous n'auriez jamais eu sur le terrain parce que vous n'auriez pas eu le temps. À part aller faire le marché 3 fois par semaine pour entrer en contact avec les gens, c'est compliqué. Que si vous postez une story et quelqu'un vient juste vous mettre un petit like sur la story, ça vous prend 2 secondes de venir le remercier, de voir avec lui, je sais pas, s'il a un projet IMO ou autre, et lui proposer un café éventuellement la semaine d'après. Et puis là, vous entamez évidemment éventuellement une conversation un peu plus poussée sur le terrain. Oui, mais c'est pour ça, en fait. Ouais, vous préconisez d'être vraiment très très proactif là sur ce plan. C'est le but parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de gens qui communiquent déjà, mais une fois qu'on passe en message privé, parce que je fais des fois des petits tests, on se rend compte qu'il y a juste un petit like et il n'y a même pas de retour. Les gens ne pensent pas aller plus loin et c'est tout là en fait l'enjeu des réseaux sociaux. C'est pas juste de publier, c'est d'avoir de l'interaction parce que dans réseau social, il y a du social et en fait, c'est faire la même chose que ce qu'on fait sur le terrain. D'où en fait vraiment la création du personal branding pour que ça fasse un ensemble en fin de compte et que ce qu'on retrouve dans les réseaux, on le retrouve aussi sur la communication terrain. Alors justement, on repart sur le personal branding parce que je vous ai coupé, excusez-moi, vous étiez en train de nous expliquer ce que vous pouviez en fait me proposer si je venais vous voir pour construire une stratégie ou des outils de communication. Donc on en était au personal branding. Ensuite. Ouais, on en est au personal branding. Donc une fois qu'on a fait tout ça, donc c'est énormément de travail quand même. Là, on peut commencer à caler les objectifs de communication. Donc en fait, en gros, on va partir de très large, au niveau du chiffre d'affaires, vous souhaiteriez combien, et en fait après on découpe chaque action, tel temps de chiffre d'affaires, ça fait environ, je sais pas, tant de rendez-vous vendeurs. Pour avoir tant de rendez-vous vendeurs, faut avoir éventuellement tant d'appels, tant d'actions pitch, tant d'actions gazette, je sais pas, des plein de petits trucs comme ça. Et ensuite, on arrive sur l'action digitale, si on reste que sur le digital. Donc il faudrait que j'ai combien de contacts en digital dans mon profil, sur ma page, donc combien d'abonnés sur ma page, quelles actions je peux mettre en place pour je sais pas, si on se cale un objectif, il faut que j'envoie par exemple 10 messages privés dans la semaine. Quelles actions je dois faire pour envoyer 10 messages privés pour pas faire ce que des fois on voit, bonjour, je suis conseiller IMO, je cherche des maisons à vendre, contactez-moi. Non, faut le faire beaucoup plus intelligemment que ça. Donc, quelles sont les démarches à faire, quelles publications sont à mettre en place pour éventuellement espérer avoir des gens qui viennent nous voir ou qui nous contactent en story. Voilà. Et donc, en fait, on découpe chaque action. Et puis après, ça nous fait un calendrier éditorial. Et dans le personal branding, on a aussi travaillé le client idéal. Donc, en travaillant le client idéal, on sait ce qu'ils ont envie de voir et d'entendre en communication. Et ça nous permet de pouvoir cibler les sujets de communication. Et une fois qu'on a tout ça, on se fait un calendrier éditorial. Et après, il y a 2 solutions. Soit c'est la personne elle-même
qui publie ou qui participe, par exemple en story, et moi je me charge de publier les publications sur les comptes des réseaux sociaux. Soit elle fait tout. Bon, après voilà, il y a plusieurs possibilités. Et est-ce j'imagine que dans ce cas-là, on fait des points réguliers pour adapter cette stratégie. J'imagine que les choses sont pas installées comme ça définitivement. Comment tout ça fonctionne sur la durée? Alors oui, il y a des points. Après, chaque cas est particulier. Je dirais qu'une fois que le calendrier éditorial est défini avec le nombre de publications, le nombre de publications, les horaires, les sujets définis, le type d'interaction à faire entre des publications, des stories, des vidéos, etc. Il faut faire un point au minimum mensuel. Alors un point, on va dire technique, un point aussi sur les statistiques. Il faut penser aussi que c'est bien de communiquer, mais il faut savoir regarder les statistiques et les analyser, voir si on vise les bonnes personnes, voir quel type de publication a mieux fonctionné et essayer d'analyser pourquoi ça a mieux fonctionné. Voir aussi si on cible, j'ai peut-être déjà dit, mais si on cible la bonne audience qu'on s'était fixé au début de la communication. Et tout ça, ça nécessite un point, au plus un point tous les mois, si ce n'est tous les 15 jours, selon ce qu'on s'est fixé comme objectif. Et selon aussi la grosseur de la structure. En fait, là, vous êtes en train de nous expliquer que c'est un métier, tout ça, que ça s'improvise pas en fin de compte. Ah ben non. Et ben voilà, on peut arrêter, c'est l'info sur laquelle. Oui, c'est un peu comme vendre des maisons. Il y a les particuliers qui arrivent à le faire et il y a aussi les professionnels qui ont plus d'expertise qu'eux. En fin de compte, c'est la même chose. Totalement. Alors. Est-ce que c'est un problème ou pas? Mais c'est pareil, dans mes questionnements un peu incessants auprès des agences, certaines, en tout cas les petites structures, mais il faut jamais oublier qu'en France, quand même, le réseau des agences immobilières, c'est beaucoup de toutes petites structures. Est-ce qu'elles ont un budget communication suffisant? Moi, j'ai l'impression que non. Mais bon. Alors déjà, quand je pose les questions, ils ont même pas prévu de budget en fait. Ils se sont pas posé la question. Le problème, il est réglé. Ça règle le problème. Et c'est vrai que quand on peut annoncer certains prix, c'est vrai que des fois ça. Après voilà, ça dépend des structures, mais autant les grosses structures ont peut-être plus de moyens, mais les petites structures, oui, ils se font. Quand ils voient les prix, ils peuvent avoir peur. Mais non, la plupart, je dirais, n'ont pas du tout pensé à caler un budget communication. Donc, mais c'est pour ça qu'après tout est possible. En fait, faut vraiment personnaliser. Et donc c'est là où je vais peut-être pas me faire non plus des amis, mais c'est pour ça que tout ce qui est package tout fait où on voit voilà c'est tant de publications avec tel type de communication pour n'importe qui, que ça soit agence, mandataire, rural, ville, ça non, je pense qu'il faut, même nous à notre niveau, les professionnels qui proposons, que ça soit de la formation, de la délégation, on doit aussi personnaliser nos prestations par rapport aux professionnels qu'on a en face de nous. Ce que vous appelez la délégation, c'est le fait que une agence vous confie la totalité de sa communication de A à Z, c'est sans intervention de sa part, c'est ça? Alors, ça peut être ça, même si moi je préconise pas. Moi, je préconise le fait de pouvoir programmer les postes, leur apporter un calendrier éditorial, les conseiller dans la stratégie, etc., etc. Mais je pense que une agence ou un mandataire se doit, au vu de leur proximité client, au moins d'avoir la main, au moins sur tout ce qui est par exemple story, sur tout ce qui est réaction, interaction en fait avec les prospects et les messages privés. Donc certes, en suivant une stratégie, si on pense vraiment pure stratégie, en leur disant voilà, il faut utiliser par exemple tel visuel, s'il se passe ça, moi je vous conseille d'avoir telle réponse, etc., etc.
Ça, après, je peux être derrière, mais il faut quand même qu'ils interagissent un minimum, ne serait-ce que pour apprendre à connaître les clients, parce que les clients évoluent. Et s'ils délèguent tout à quelqu'un d'extérieur, ils risquent de passer à côté de l'évolution de leur clientèle et donc peut-être d'un potentiel business derrière. Ouais. Finalement, vous tenez un discours qui n'est pas en totale contradiction avec celui de Justine que j'avais interviewé la semaine dernière, qui était, je le rappelle, agent commercial indépendant du côté de Thionville, et qui disait qu'elle aimait justement garder la main sur sa communication parce que ça lui permettait de la personnaliser, et qu'elle disait que ce serait difficile si elle déléguait en totalité sa communication à une agence ou à une structure indépendante. Après, tout dépend du boulot qui est fait en amont. Si elle se trouve, ce que je sais que malheureusement ça existe, il y a des professionnels qui vont juste prendre la délégation, qui vont faire du copier-coller. Vous regardez 5 de leurs clients, vous allez voir que c'est la même chose, ça a juste changé les couleurs et éventuellement 2-3 textes et c'est tout. Ah bon, ça existe de tels procédés. Oui. Bah tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc c'est pour ça en fait que je dis que notre rôle aux professionnels qui travaillons dans la communication, mais que ça soit dans la délégation, même dans la formation, c'est vraiment de personnaliser en fait ce qu'on peut proposer en prestation, parce que ils sont tous différents, même si vous prenez 10 mandataires dans le même réseau, donc on sait très bien que c'est à peu près les mêmes valeurs, mais chacun a une personnalité différente, donc obligatoirement la communication ne peut pas être la même, les valeurs professionnelles sont pas les mêmes non plus, et puis et donc l'accompagnement obligatoirement n'est pas la même. Donc certes, je veux dire, au niveau des publications, ça reste la base de la communication est la même. Mais la finalité, le rendu qu'il va y avoir sur les réseaux ou même sur le terrain ne sera pas la même en fin de compte. Donc je rejoins l'invité de la semaine dernière. Oui, s'il y a délégation, il faut trouver le bon professionnel qui saura vous conseiller pour que ça reste un minimum personnalisé. En fait, qu'on se rende pas compte qu'il y a un professionnel derrière. Ah, il faut tout l'enjeu est là en fait. D'accord. C'est-à-dire, il faut faire de la prose sans s'en rendre compte, comme on le dit. Hein. Il faut une sensation de transparence. C'est ça. Ouais. Et c'est compliqué. Après, on n'est pas dupe. Entre professionnels, on sait bien que telle ou telle agence ou telle réseau, on voit bien la différence. On se doute bien qu'il y a un professionnel derrière. Mais il faut que ça reste tout de même naturel et moi, je suis convaincue que le professionnel puisse garder quand même la main dessus, même si ça doit rester, un minimum stratégique, mais il faut quand même qu'il garde la main dessus pour ne serait-ce que pour surveiller si le professionnel à qui il a délégué fasse bien le boulot aussi. Ouais. Tout ce que vous décrivez, c'est quand même beaucoup d'expertise, un savoir-faire, etc. Donc j'imagine un coût derrière. Je tomberai pas dans le piège de vous demander de prix. Je trouve toujours ça un peu ridicule parce que de toute façon, le prix de vos prestations dépendra de tellement de facteurs que ça aurait pas de sens. Et après tout, ceux qui veulent savoir votre prix, qu'ils vous contactent. Je pense que c'est le plus simple. Tout à fait. Voilà. Pour autant, est-ce que une agence immobilière fait appel à vous, pas de souci, je le conçois. Est-ce que c'est à la portée du mandataire, de l'agent commercial indépendant de faire appel à quelqu'un comme vous, ou est-ce que le coût ne risque pas d'être prohibitif par rapport à des moyens qui évidemment ne seront pas ceux d'une agence ? Alors si, et c'est pour ça que moi j'ai fait le choix aussi de proposer ce qu'on appelle des formations pour qu'ils puissent aussi se former pour pouvoir le faire eux-mêmes et au coup par coup en cas de besoin, de savoir que ils partent 3 semaines en vacances, ils se disent dans ce cas-là je vais mettre un coup de collier, je vais rentrer par exemple un mandat de plus, mais ce mandat par exemple les honoraires de ce mandat vont me payer par exemple peut-être une délégation totale vraiment au coup par coup par exemple. Mais c'est pour ça en fait que j'ai tout pris en fait lorsque j'ai créé mon activité, j'ai réalisé des heures et des heures de visio avec les conseillers pour vraiment être sûr que j'avais bien compris les besoins et j'ai comme vous dites, j'ai bien perçu que les mandataires n'avaient pas les moyens
d'une grosse agence. Et donc, ma question, c'était comment je peux les aider à pouvoir communiquer eux-mêmes, mais sans être totalement perdus. Et donc, évidemment, les programmes d'accompagnement digitaux sont venus comme une évidence. Donc, c'est pour ça que j'en ai créé. Et puis après, ils prennent selon leur fourchette de prix, et puis ils se forment au fur et à mesure. De toute façon, on peut pas tout faire d'un coup. Donc ils ont largement le temps de mettre pierre après pierre. Et puis le jour où ils ont un peu plus de moyens, éventuellement, on passe une étape supérieure. Alors, nous arrivons au terme de cette de cet échange. Donc j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas. Donc il y a aucune ambiguïté là-dessus. Allez, si vous aviez, c'est une question évidemment qui va peut-être sembler un peu caricaturale, mais si vous aviez quelques conseils, parce que vraiment, là par exemple, je vais pour expliquer les choses, je viens de terminer, d'achever une formation d'une quinzaine d'agents commerciaux, de futurs agents commerciaux sur Dijon, et je les sens un peu désemparés. Alors désemparés sur beaucoup de domaines, parce que ils n'ont pas encore exercé véritablement sur le terrain. C'est des personnes en reconversion professionnelle avec tous les questionnements, les doutes qu'il peut y avoir. En termes de communication pour ces gens qui démarrent, qu'est-ce que vous leur diriez? Quel est le message que vous porteriez à leur égard? Je pense que la première question qu'ils doivent se poser, ça va faire très très mindset, c'est de se poser la question pourquoi ils ont choisi cette branche. Qu'est-ce qui les fait vivre? En fait, pourquoi ils veulent à tout prix travailler dans l'immobilier? Et pourquoi ils veulent accompagner les vendeurs et les acheteurs? Quel est le but final? Qu'est-ce qui les fait vibrer en fait? Qu'est-ce qui leur plaît là-dedans? Et en partant de ce principe-là, après, qu'ils se posent des questions sur les valeurs qu'ils ont envie. Quelle est la touche personnelle qu'ils ont envie de mettre en fait dans ce métier qui est fait par des milliers et des milliers de personnes. Et déjà en partant de là, pour communiquer, ça sera beaucoup plus simple de savoir quel positionnement ils vont avoir après sur les réseaux. Ça c'est au niveau état d'esprit. Et après pour la technique, je pense que normalement les jeunes, ou alors si je me trompe, mais ils sont nés avec un téléphone dans la main, donc ils se posent pas la question. Ils font ce qu'ils savent faire. Ils savent utiliser les réseaux. S'ils le font avec leurs valeurs et leur identité, après je dirais que c'est juste du réglage et surtout se faire plaisir en fait. Oui, alors moi je suis moins optimiste que vous, Alexandra, si je peux me permettre, parce que j'ai beaucoup d'étudiants donc qui sont dans une tranche d'âge, j'en ai des très jeunes, ils démarrent l'immobilier en première année, ils ont 18 ans, et puis d'autres qui sont en master 1 ou master 2, qui sont évidemment beaucoup plus âgés. C'est des personnes effectivement qui utilisent au quotidien les réseaux sociaux. Je suis pas certain que la majorité d'entre eux aient une perception des stratégies qu'il faut avoir sur les réseaux sociaux, comment, quels sont sans évidemment connaître sur le bout des doigts l'algorithme de chacun des réseaux sociaux, qui en plus n'est pas publié, mais je suis pas certain, qu'ils aient la perception de comment les utiliser concrètement. Là-dessus, je pense qu'il y a un gros travail à faire, et que des personnes comme vous, justement, me semblent d'une totale utilité. C'est assez intéressant, parce que moi, je l'avais vraiment perçu. Alors après, c'est vrai que les personnes que j'accompagne, c'est des personnes, alors j'allais dire d'un certain âge, non, mais souvent sur la trentaine. Donc on est tous pareils. On a dans cette catégorie-là, on n'est pas né avec, on a appris à s'en servir. Donc je n'ai pas encore accompagné de jeunes et c'est vrai que moi-même quand j'ai été sur mon ancienne activité, quand j'ai dû me former par exemple sur Instagram, pour pas le citer, parce que j'avais fait une publication sur LinkedIn, je crois que c'était la semaine dernière, et moi j'ai été voir les jeunes qui m'ont appris en fait à me servir d'Instagram, parce que à l'époque je savais pas du tout me servir du réseau social, et donc j'avais cette vision qui savait au moins se servir, qui savaient connaître les codes et que c'était plus facile pour eux
d'arriver à les détourner après sur le monde professionnel. Et c'est un peu l'impression que j'ai eue justement avec votre invité de la semaine dernière. Donc ouais, comme quoi, hein, on en apprend tous les jours, et je serais intéressée d'échanger avec des jeunes, hein, pour voir un peu leur point de vue là-dessus. Ouais, mais moi ce qui m'a intéressé dans l'interview de la semaine dernière, c'est que justement j'ai trouvé que Justine était une exception en fait, hein, dans sa maîtrise des codes, dans son aisance pour elle a une présence quoi sur une vidéo, etc. Elle sait employer les termes, elle a une facilité d'improvisation, etc. Et je trouve qu'il y a un décalage, il peut y avoir un décalage entre une utilisation personnelle, entre filmer son chat à 10 secondes et le mettre sur Instagram et avoir un usage professionnel d'Instagram efficace. Je trouve qu'il y a plus qu'un fossé là. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, il y a tout à fait, il y a un fossé. Ouais. Quand moi je vous disais au niveau de la facilité, c'était au niveau de l'approche des réseaux, tout le côté technique. Ah mais ça je suis d'accord. Ah bah oui, maîtrise. Voilà. Oui. Non, mais après le souci de l'utilisation et d'utilisation personnelle, c'est compliqué en termes de conseils comme ça, parce que ouais, c'est quasiment impossible. Et puis on a aussi le problème des jeunes qui se cachent derrière les écrans, et le jour où il faut se montrer réellement, il y a un blocage. Mais ça, après ça, c'est quel que soit l'âge en fait. Je pense que ça, on est sur ça après c'est psychologique. Maintenant, les conseils en termes de l'utilisation perso et pro, c'est non là je pourrais pas sur donner 3 lignes directrices. Non, c'est vraiment qui ressortent le pourquoi ils ont choisi cette voie-là. Et déjà, je pense que quand ils ont répondu à cette question, après, vous êtes sûrement mieux placé que moi pour savoir s'ils savent réellement pourquoi ils ont choisi cette voie. Déjà, je pense qu'on aura pas mal avancé. Ouais. Bon, ils le savent en général, hein. Et d'ailleurs, j'aime bien parce que vous avez employé plusieurs fois le mot valeur. Et oui. Je trouve que ça permet effectivement de repositionner les choses, de s'interroger. Puis on en est tous là à titre professionnel, hein. Quelles sont les valeurs qui nous animent? Qu'est-ce qui nous fait lever le matin pour passer 8 ou 10 heures de temps de travail? Bah oui, on a des valeurs les uns et les autres. Et effectivement, en immobilier, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de pratiquer le métier, il y a des valeurs différentes, et je trouve qu'à minima, s'interroger sur sa communication, c'est s'interroger aussi sur tous ces éléments qui sont fondamentaux et qui vont poser un socle aussi d'une pratique professionnelle. C'est ça, et puis surtout pour les jeunes qui ont tendance, comme vous l'avez dit, à filmer leur chat, et encore ça c'est ce qu'on trouve de plus soft, leur apprendre aussi que tout ce qu'ils ont fait avant se retrouvent encore sur les réseaux sociaux. Donc même si du jour au lendemain, ils recréent un réseau social plus professionnel, si on tape leur nom et leur prénom, on risque de retrouver peut-être des soirées qu'ils ont réalisées, ou voilà. Et donc ça aussi, je pense qu'il faut qu'ils en prennent aussi conscience de tout ce qui est resté enregistré sur les réseaux. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de formation pure et dure à ce niveau-là, en termes de digital, mais que ça soit pour la professionnalisation de la communication, comme un peu trier ce qui s'est fait avant, c'est vrai que c'est dommage. Je pense qu'il y a une nécessité à ce niveau-là. Oui, bien. Eh bien, écoutez, Alexandra, nous voilà arrivés au terme de cet échange. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de passer un peu de temps à discuter. Je pense que cette émission, elle va être assez riche d'exemples. C'est un peu une boîte à outils, en fait, qui pourra aider, je pense, les professionnels de l'immobilier à réfléchir, en tout cas, sur leur communication. Donc, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.